Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur cet atelier de lecture de cartes IGN. Je vais faire une petite introduction, pendant quelques minutes et ensuite je donnerai la parole à Xavier qui va animer cet atelier pour vous. Alors déjà merci d'être là, merci d'être si nombreux et si nombreux depuis si longtemps. On a commencé à organiser ces ateliers en février dernier, à la fois des ateliers d'initiation et puis des ateliers plus thématiques comme celui d'aujourd'hui. Et vous êtes toujours très nombreux à vous inscrire, à vous connecter ou à revoir les vidéos sur notre chaîne YouTube. Donc merci à vous. En cette rentrée, donc cet automne plutôt, donc il y a l'atelier d'aujourd'hui et puis il y a plusieurs ateliers qui arrivent. Le jeudi 28 novembre, on va proposer à nouveau un atelier d'initiation à l'application Hygiène Rando. Donc aujourd'hui, comme le titre l'indique, c'est un atelier dédié à la lecture de cartes. Donc pour l'initiation, l'atelier d'initiation, c'est vraiment passer en revue toutes les fonctionnalités, toutes les possibilités de l'application Hygiène Rando. Ensuite, on propose un atelier le 5 décembre autour de la sécurité lors des sorties hivernales en partenariat avec la Fondation Petzel. On y fera, Xavier, il fera d'ailleurs un tout petit peu référence à un moment aujourd'hui à cette fondation. Donc voilà, un atelier dédié à la sécurité dans des conditions hivernales, donc avec la neige. Donc on va aborder des questions de sécurité, toujours au travers de l'application Hygiène Rando. Et puis, un autre atelier mardi 10 décembre autour de la synchronisation et de l'utilisation comme ça en parallèle du site hygiènerando.fr et de l'application mobile Hygiène Rando. Je vous envoie tout de suite dans le chat, hop, le récapitulatif donc de ces prochains ateliers, pardon, et puis un lien en dessous qui reprend tous les ateliers et vous allez retrouver les liens d'inscription. Ne vous inquiétez pas, ces liens seront aussi dans le mail qu'on vous enverra à l'issue de l'atelier. Donc d'ailleurs, comme ça j'en profite pour vous dire qu'à l'issue de l'atelier, dans les prochains jours, d'ici la fin de semaine, vous recevrez le replay, l'enregistrement de l'atelier d'aujourd'hui, des FAQ, donc un récapitulatif des questions qui ont été posées aujourd'hui, mais aussi lors des précédents ateliers. Et puis, on vous remettra aussi les dates, le calendrier des ateliers à venir avec les liens d'inscription et puis un petit questionnaire qui, si vous avez le temps d'y répondre, nous aide énormément à améliorer le format, à proposer de nouvelles choses et à mieux répondre aux besoins de la communauté d'utilisateurs. Aujourd'hui, concernant le déroulé, donc on va, dans quelques minutes, Xavier va démarrer sa présentation. On aura ensuite quelques questions à l'oral que je vais lui transmettre en fonction de ce qui a été posé comme question. Donc, comme je l'ai écrit dans le chat, vous êtes vraiment très nombreux. Là, vous êtes plus de quasiment 250 et il y a encore des personnes qui arrivent. Donc, il est, comme vous pouvez le supposer, impossible de vous donner la parole à l'oral. Néanmoins, on est accompagné aujourd'hui de Sébastien et Anthony. Merci à eux pour répondre à vos questions. Donc, et moi-même, on répondra à vos questions dans le chat. Pour poser vos questions, il suffit d'aller en bas à droite, vous avez un pictogramme activité avec un triangle, un carré, un cercle. Vous cliquez dessus, vous allez dans le module qui s'appelle des questions. C'est le premier module tout en haut avec un point d'interrogation. Vous cliquez ici et vous pouvez poser une question. Ensuite, nous copierons la question dans le chat avec la réponse. Donc, n'hésitez pas à poser comme ça des questions au fur et à mesure de l'atelier. Sébastien, Anthony et moi-même y répondrons. Et je pense que j'ai fait le tour des questions pratiques et je laisse la parole à notre cher Xavier. Merci Alexandre. Bonjour à toutes et à tous.
Bienvenue à cette présentation sur l'aide à la lecture de cartes. Comme l'a dit Alexandre, pour tout ce qui va être sur les fonctionnalités de l'application mobile, ça fera l'objet d'un autre webinaire dans les prochaines semaines. Et donc là, nous allons plutôt parler du contenu de la carte, de savoir comment interpréter ce que nous avons dessiné sur la carte. Donc, je suis moi-même dessinateur cartographe, et donc, voici la présentation. Donc, dans un premier temps, petite introduction avec qu'est-ce qu'une carte. Donc, on va être très général dans un premier temps. De quoi avons-nous besoin pour qu'un dessin soit une carte? Et ensuite, on va passer proprement parler au contenu de la carte. On finira par une comparaison et un petit mot de conclusion. Le but vraiment, ce n'est pas de prendre la légende de la carte et de passer en revue tout ce qui est dessus avec de les énumérer. Ça, vous pouvez le faire vous-même en ouvrant une carte top 25 IGN. Le but, ça va vraiment être de vous donner des trucs, des outils, des trucs et astuces pour justement avoir sous les yeux, sans avoir à vous référer à cette légende, tout ce qu'il faut pour identifier le paysage et vous faire une sorte de carte mentale de l'environnement dans lequel vous vous trouvez ou celui que vous visualisez sous la carte. On va commencer déjà par le b.a.-ba. Qu'est-ce qu'une carte? On a sous les yeux ici ce qu'on pourrait appeler une carte. C'est volontiers, c'est une carte, un dessin du Seigneur des Anneaux, mais au sens où l'IGN l'entend, il manque quand même 3 petites choses pour que ce dessin soit vraiment une carte. Alors, je ne vous ai pas dit, mais tout au long de cette présentation, ça va être ponctué de petits quiz comme ça, dans lesquels vous allez pouvoir jouer avec des QCM. Vous allez pouvoir répondre à la question ici sur ce dessin. Qu'est-ce qui manquerait pour que ce dessin soit une carte? Donc en général, on vous laisse à peu près 30-45 secondes pour que vous cliquiez sur la réponse, et ensuite la réponse arrive. Donc, en plus, ça me permet de me faire une petite pause. Donc là, c'est le tout début, mais ça permet de faire une petite pause. 2 secondes, je vous laisse réfléchir. Qu'est-ce qui pourrait manquer à ce dessin pour que ce soit une vraie carte? Donc là, pour commencer dans la réponse, on va avoir du mal à connaître le nord, l'orientation de la carte. Donc ce qui va nous empêcher d'appeler ça une carte, ça va être déjà l'absence d'orientation. Dans un second temps, ça va être qu'est-ce qui va nous dire à quoi correspond tel ou tel symbole. Donc ce qui va manquer, ça va être une légende également. Troisième élément qui est indispensable à une carte, ça va être une échelle qui va pouvoir nous indiquer, par exemple, la distance qu'a parcouru Frodon entre la Comté et le Mordor dans sa quête de destruction de l'anneau. Tout ça, dans tous les outils, sur toutes les cartes de l'IGN, on a ces 3 éléments-là. Sur l'application mobile IGN Rando, on les retrouve ici. On a l'échelle, qui est affichée en bas à gauche de l'écran de l'application mobile. Nous avons l'orientation, ici, avec la flèche qui indique le nord. Et nous avons ici, sous le point I, qui est un peu caché par mon premier cercle rouge, et qui va ouvrir une fenêtre avec la légende de la carte. On va détailler ces 3 critères dans les prochaines... tout de suite, là. Donc, l'échelle, dans un premier temps, sur une carte papier, ce qui est plus simple pour la décrire, c'est le rapport de réduction qui est appliqué
entre la réalité et la carte. Elle peut être de deux formes différentes. Ça peut être une échelle graphique qui est représentée par un trait d'une certaine longueur avec la distance qui est représentée par ce trait, ou d'une échelle numérique sous forme de... Oui. Excuse-moi, je t'interromps, mais on a quelques messages comme quoi ta présentation ne serait pas visible. Toi, tu la vois. Ouais, moi je la vois. Est-ce que vous pouvez, je demande pardon, excusez-moi, aux participants, est-ce que vous pouvez nous dire toujours dans le module des questions, si vous voyez la présentation? Ouais, il y a les pouces qui se lèvent, donc c'est bon. On continue. Merci. Donc, deuxième type d'échelle, l'échelle numérique, qui est sous la forme du fraction 1 sur 25 millième pour les cartes que vous connaissez, 1 sur 50 000 ou 1 sur 1 million. Ça, ce sont des exemples d'échelle numérique. Pour prendre toujours cet exemple de l'échelle, on sait qu'entre Brest et Strasbourg, nous avons une distance d'à peu près 1000 km. Entre Lille et Perpignan, nous avons également une distance de 1000 km. On va diviser cette distance de 1000 km par 1 million, ce qui va faire pouvoir créer une carte qui va rentrer dans un carré d'1 mètre par 1 mètre et donner une carte, donc avec la réduction d'1 million, au 1 millionième. Donc 1 centimètre sur la carte est égal à 1 million de centimètres dans la réalité, soit 10 km. On a ici 3 exemples de cartes papier avec 2 cartes vertes au million, donc 1 cm pour 10 km, une carte papier rose ici au 250 millième, au 1 cm est égal à 2,5 km, qui sont représentés comme ceci sur le papier. Et on va parler ici, c'est une notion qui est assez importante et pour laquelle on se trompe des fois, de petites échelles, parce que le résultat de la fraction est un chiffre petit. On va avoir les cartes au 100 millième, ici, représentées comme ceci. Donc 1 100 millième est égal à 1 cm pour 1 km, et on parle ici, pour le 100 millième, de moyenne échelle. Alors, petit astérisque ici, nous avons depuis le printemps, depuis le mois de mars et 2024, un nouveau découpage sur les cartes au 100 millième, qui n'est plus maintenant un découpage assez arbitraire, mais qui va être un découpage par département. Donc, toutes les cartes au 100 millième sont centrées sur un département. Donc, il y a la moitié des cartes qui sont sorties en printemps 2024 et l'autre moitié des cartes sortiront au printemps 2025. Vous l'aurez compris, les cartes grande échelle, ce sont les cartes au 25 millième, celles que vous connaissez, que vous utilisez dans vos activités, la plupart du temps dans vos activités de pleine nature, surtout de la randonnée, où 1 cm va représenter 250 mètres sur la carte. Ça, c'était vraiment un petit rappel sur les échelles des cartes. Maintenant, on a un cas spécifique qui est le cas des outils numériques pour lesquels l'échelle par exemple, de l'application mobile ne va pas être figée. Parce que plus on va utiliser nos doigts pour agrandir la carte, l'échelle va devoir s'adapter à l'échelle, à l'affichage. Donc, on ne va pas utiliser une échelle numérique qui, dès qu'on va zoomer, ne sera plus bonne. On va utiliser toujours une échelle graphique qui va s'adapter au niveau de zoom. Et là, j'ai lâché le mot. On va plutôt, donc dans ces cas-là, sur les services numériques de l'IGN, sur les cartes numériques, on va plutôt parler de niveau de zoom que d'échelle. Le deuxième critère dont a besoin une carte pour être une carte, c'est l'orientation. Sur une carte papier, l'orientation est définie par plusieurs choses. Ici, nous avons la flèche qui représente 3 choses. Alors, nous avons le bord vertical de la carte qui est complètement droit. Nous avons la flèche noire qui représente le nord géographique de la carte et la flèche rouge qui va représenter le nord magnétique. Ces deux nords n'étant pas au même emplacement au pôle nord,
on indique sur nos cartes la déclinaison, donc cette différence de degré entre le nord magnétique et le nord géographique. L'orientation est aussi représentée, lorsqu'on ne veut pas aller regarder dans la légende, par le sens des toponymes droits. Donc tous les toponymes droits sont orientés vers le nord. Sur l'application mobile Hygiène Rando, l'orientation est indiquée par la boussole en haut à gauche et également par le haut des toponymes. Mais aussi, lorsque vous cliquez une première fois sur le bouton en bas à droite qui va vous recentrer sur votre géolocalisation, sur votre position, lorsque vous allez recliquer une seconde fois, le téléphone, l'application va se mettre en mode boussole, et là, la carte va se mettre orientée elle-même au nord, et donc vous aurez votre téléphone qui sera dans le sens dans lequel vous marchez, avec les petits pictos qui vont bien pour vous indiquer que vous êtes dans le mode boussole. Donc on voit bien que les toponymes se sont orientés différemment, et que la boussole en haut à gauche également est orientée dans la même direction que les toponymes. Le troisième critère, la légende, c'est ce qui fait le rapprochement entre la réalité et sa représentation sur la carte. Comme on l'a vu sur le dessin tout à l'heure du Seigneur des Anneaux, il n'y avait rien qui pouvait nous indiquer ce qui était des mers, ce qui pouvait être des montagnes, ce qui pouvait être des rivières, etc. Ici, nous avons, lorsqu'on ouvre l'application mobile Hygiène Rando, derrière le petit i, accès à la légende de la carte qui est affichée. Par exemple, ici, nous avons du scan 25 qui est affiché. Lorsque je me mets en plan IGN, si je clique sur le i, ça va être la légende du plan IGN qui va s'afficher. Les bases sont posées. On va passer maintenant au contenu de la carte Top 25. Et lorsqu'on voit ça, ça peut paraître, il y a beaucoup de personnes que ça peut effrayer. On voit des gens sur les salons qui arrivent avec les cartes. Donc, comment est-ce qu'on a fait pour lire ça? Je n'y comprends rien. Et il faut bien s'imaginer que toute cette information a été hiérarchisée. Alors là, c'est un mot que je vais reprendre souvent dans cette présentation, la hiérarchisation de l'information, la manière dont tel ou tel objet est plus important que l'autre, est primordial pour bien lire la carte. On va donc imaginer la carte comme un millefeuille, avec, dans un premier temps, les grandes surfaces, les surfaces d'eau, les surfaces de végétation, ce que nous, on appelle à l'hygiène l'occupation du sol. Ensuite, on va rajouter par-dessus le relief. Donc, les courbes de niveau, les stampages, les rochers, etc. Et encore par-dessus, tout ce qui va être linéaire, limite administrative, les voies de communication, chemins, routes, voies ferrées, etc. Pour finir, en dernier, tout en haut, par excusez-moi, la toponymie et les informations touristiques. Et tout ça, couche par couche, ça va former la carte. Et donc, nous avons ici le plan que je vais développer dans quelques secondes, avec, je vais vous expliquer comment on différencie ce qu'il y a dans l'occupation du sol, dans le relief, les limites administratives, etc. On commence par ce qu'il y a le plus bas, l'occupation du sol. Tout ce qui va être blanc va représenter deux choses, soit des champs, des jardins, soit des zones de glaciers ou de neige éternelle. On va avoir également, dans la représentation de l'occupation du sol, du vert, qui va représenter évidemment la végétation. Là, vous avez plusieurs modèles de types de végétation, et lorsqu'on regarde comme ça, on a l'impression qu'on voit du vert. Lorsqu'on regarde une carte d'un petit peu loin, ça peut paraître couvert si on est dans les Landes, ça peut paraître... Mais lorsqu'on y regarde d'un petit peu plus près,
on a ce premier exemple ici. Lorsque je zoome, on s'aperçoit qu'à l'intérieur de cette verdure, on a des petits points ou des petits pictogrammes qui vont nous indiquer la nature de la végétation de cette forêt. On a ici, par exemple, donc, des petits ronds, des petits cercles évidés qui vont représenter une forêt de feuillus. Sur ce deuxième exemple, on va avoir, si on zoome, un mélange de petits ronds avec des triangles qui vont représenter une forêt mixte avec des conifères et des feuillus. Donc évidemment, les triangles représentant les conifères et les ronds les feuillus. Si vous n'avez que des triangles, ce sera qu'une forêt de conifères, de sapins. Troisième exemple, ici nous avons deux types de végétation, à part la forêt de feuillus qui est à l'ouest. Nous avons ici du verger, et ici ce qu'on appelle une forêt ouverte, c'est de la broussaille, du maquis. Et donc la végétation va être aussi en fonction de la région, de la zone dans laquelle on est. On a par exemple ici de la végétation dans de l'eau. On est à la Martinique et ça va représenter de la mangrove. On a un deuxième petit quiz pour vous. Ici, hop, à votre avis, une petite trentaine, 30-40 secondes pour essayer de deviner parmi les propositions à quoi peut bien correspondre cette symbolisation de végétation. Alors, je vous laisse quelques secondes pour répondre au questionnaire. Ça me permet également de me ravitailler, de boire un petit coup. Alors, il y a un petit indice quand même. On est à Marsanais-la-Côte, région pas loin de Dijon, Bourgogne. Donc, les petits traits représentent, je vous donne la réponse, des vignes. On va attaquer un deuxième thème. Donc là, on va monter d'un étage. On a laissé notre occupation du sol. On sait ce que ça représente quand c'est blanc, quand c'est vert. On va passer au relief. Là, c'est un gros morceau parce que la représentation du relief peut être représentée de 3 manières différentes. J'en rajouterai une quatrième tout à l'heure qui est un petit peu à mettre de côté. 3 manières principales de représenter le relief. La première, c'est grâce aux courbes de niveau. La seconde, c'est grâce aux points cotés. La troisième, ça va être grâce à l'estompage. On va prendre cette première manière de représenter le relief, les courbes de niveau. Qu'est-ce que c'est? Une courbe de niveau, c'est une ligne imaginaire. Je vais vous montrer une image qui va me contredire, mais bon, dans les faits, c'est imaginaire, qui relie entre eux tous les points d'une même altitude. Donc, voilà l'image en question. C'est pas toujours imaginaire dans ce cas-là, mais on a un exemple parfait d'une représentation physique de plusieurs courbes de niveau. Et donc, ces courbes de niveau peuvent être de 2 couleurs différentes. Marron, parce qu'elles sont sur de la terre, sur des rochers, etc. Ou bleu, lorsque les courbes de niveau sont sur des glaciers ou des neiges éternelles. On va trouver 3 types de courbes de niveau. On va voir les moins importantes, les courbes intercalaires. On va avoir celles qui sont les courbes entre guillemets normales, donc les traits moyens, et on va avoir les courbes de niveau, les courbes maîtresses. Donc là, on va déjà commencer à parler, comme je vous ai dit tout à l'heure, quelque chose de fondamental, la hiérarchisation de l'information. Les courbes intercalaires sont les moins importantes, elles sont
très fines et en tireté. Ensuite, on a par-dessus un petit peu plus importantes les courbes normales et en gros les courbes maîtresses qui sont plus épaisses et tous les 5 courbes de niveau. Ces courbes de niveau maîtresse sont accompagnées de codes de courbe. Ce qu'on appelle les codes de courbe, ce sont les chiffres qui sont associés à ces courbes de niveau. Elles vont indiquer l'altitude de ces lignes. Donc là, on en a deux, on a deux, 25 qui montrent l'altitude 25 et 50 mètres. Les courbes de niveau, je vais vous donner 4 petites astuces pour bien lire le relief et savoir à quelle altitude on se trouve et comment va être formé le relief qu'on a sous les yeux. Astuce numéro 1, donc l'espacement des courbes de niveau va vous donner une indication sur la pente. Par exemple, le premier exemple ici, voilà, le premier exemple, ça va te donner une pente forte et régulière. Le deuxième exemple va donner une pente douce et régulière. Donc l'espacement des courbes de niveau montre que la pente va être plus forte sur le premier exemple que sur le deuxième exemple. Troisième exemple, la pente va être douce au début et plus on va arriver vers le sommet, plus la pente va être forte. Et quatrième exemple, on va commencer par une pente assez forte pour arriver sur un plateau et une pente douce. Donc, il faut bien faire attention. La distance entre les courbes de niveau indique vraiment le pourcentage de la pente. Astuce numéro 2, je vous ai parlé des codes de courbe de niveau qui accompagnaient les courbes maîtresses. Et le haut, vous constatez dans l'exemple de droite que les cotes ne sont pas à l'endroit. C'est parce qu'elles montrent, le haut du chiffre va montrer le haut de la pente. Donc ça aussi, ça vous donne une idée de où ça va monter, où ça va descendre. Donc là, dans l'exemple précis, on a un cours d'eau qui passe en général en bas des pentes. Si j'avais enlevé le cours d'eau, on aurait quand même pu identifier que le 650 ça monte vers le point 725, le 700 ici va monter aussi vers le point 725, et donc on fait attention comment est orientée ces courbes de niveau, cette cote de courbe de niveau, pour savoir dans quel sens va aller la pente. Astuce numéro 3, l'équidistance des courbes de niveau. L'équidistance, c'est la distance verticale, donc le dénivelé, qui va séparer deux courbes de niveau. Et attention, il y a une petite chose auquel il faut faire attention, c'est que l'équidistance entre la plaine et la montagne ne va pas être la même. En plaine, l'équidistance entre les courbes de niveau est de 5 mètres. En montagne, comme il y a plus de courbes de niveau, les pentes sont plus fortes. L'IGN a décidé de diviser par deux et de mettre des pentes, des courbes de niveau que tous les 10 mètres. Et donc, on peut le vérifier avec cette cote de courbe de niveau de 650 qui va monter jusqu'au 725. On continue avec la quatrième astuce. Et ça, vous le voyez peut-être ici, à l'intérieur de ces courbes de niveau. Il est difficile de savoir si ça... Alors, on voit grâce aux 50 que le bas du chiffre va vers l'intérieur, mais on a une indication supplémentaire. Ce sont ces flèches qui vont pointer vers le milieu d'une courbe et vont désigner une cuvette ou une dépression. Donc, lorsqu'il n'y a pas assez d'informations sur l'identification de ce relief-là, on met une flèche à l'intérieur de la courbe de niveau pour montrer qu'il y a une dépression, qu'il y a un trou à cet endroit-là, à l'intérieur de cette courbe de niveau. Les points cotés, deuxième manière de représenter le relief, un point coté, c'est un élément précis et remarquable sur la carte et dans la réalité, dont l'altitude est connue et donc qu'on va afficher sur la carte. On a plusieurs ici points cotés. Donc ça peut être ici une antenne, donc c'est la base du point remarquable, l'antenne étant un édifice haut, on va prendre toujours l'altitude à la base. Ça peut être donc autrement des éléments remarquables, ici un pont ou des croisements, et ça peut être des sommets.
Donc, ce sont vraiment des points stratégiques facilement identifiables et qui peuvent être utilisés pour étalonner les GPS de randonnée, par exemple. Donc, ce sont des points qui ont été calculés avec précision. Le troisième type de relief, de représentation du relief, ça va être l'estompage. Qu'est-ce que c'est? Le relief, l'estompage, c'est la reproduction d'un éclairage oblique qui provient du nord-ouest. Donc, ça met en ombre les flancs sud-est du relief. Donc, ça a un but purement esthétique et ce qui permet de faciliter le relief. Donc, quand je dis esthétique, c'est que ça n'a pas de valeur numérique, mais simplement de faciliter donc, cette lecture de carte. Donc, on s'aperçoit ici avec cet exemple à La Réunion qu'avec cet éclairage au nord-ouest, on a toute la partie de la forêt départemento-domaniale de la rivière qui va être dans l'ombre. Et ça, c'est le quatrième type de représentation du relief, les talus. Ces talus, donc, ce sont soit des levées de terre, soit des fossés, soit des pentes assez fortes, mais qui ne sont pas assez longues pour être représentées par des courbes de niveau. Ça va être représenté avec un trait accompagné de ce qu'on appelle des barbules, donc des tout petits traits perpendiculaires. Ils vont être ça dans la couleur marron. Et donc, pour représenter, comme je vous ai dit, des levées de terre, des fossés, des pentes courtes, des remblais. On a l'exemple ici de la ligne à grande vitesse avec plusieurs talus. Donc, ici, on a cette longue ligne marron avec les petits barbules qui vont montrer que ici, cette ligne à grande vitesse est encaissée entre deux levées de terre. Deuxième exemple ici. Et donc, nous avons cet exemple avec double barbule, par exemple, ici, pour montrer que ça va des deux côtés. Donc ça aussi, ces talus, il faut s'en servir pour identifier le relief, ce qu'on va retrouver sur notre chemin dans la région. On monte d'un cran, on a au-dessus de cette représentation du relief les limites administratives. Et c'est vraiment, on m'a plusieurs fois posé la question, comment est-ce que j'arrive à identifier les limites administratives? Comment est-ce que j'arrive à les différencier, par exemple, des routes ou d'autres objets sur la carte? Les limites administratives vont quasiment toujours être représentées avec des pointillés, contrairement aux routes où certaines vont n'être qu'avec des tiretés, pas de pointillés. On a ici cet exemple, là, avec une limite de commune, donc le plus petit découpage administratif sur la France, représenté avec que des pointillés. Et là, comme tout à l'heure, comme je vous en ai parlé au début de la présentation, comme je vous en ai parlé juste avant, on va avoir une hiérarchisation de l'information avec ici la limite de commune, ici avec un tireté, deux pointillés, on va avoir les limites d'arrondissement, et un petit peu plus important, un tiret, un point, on va avoir les limites de département, et accompagné d'un gros trait marron à l'extérieur, plus la limite de département, on va avoir les limites de pays. On va retrouver également dans les limites, pas uniquement des limites administratives, on va avoir ici des limites de zones réglementées, donc des zones d'accès limitées, comme les camps militaires, des centrales électriques, etc., qui vont être représentées avec des petites croix sur des tiretés. On va avoir des limites de parcs naturels, donc de grosses surcharges vertes en général quasiment tout le temps sur des limites administratives.
Et il faut savoir que les limites administratives, elles peuvent s'additionner. On a l'exemple ici d'une limite départementale qui va supporter également la limite de pays et qui va supporter également la limite de parc naturel. Et donc, de part et d'autre de cette limite administrative de département, on va avoir les deux autres limites. On remonte et on va parler des voies de communication. On va distinguer deux catégories dans les voies de communication. On va voir les voies non carrossables, les voies qui ne sont pas accessibles aux véhicules motorisés, et les voies carrossables. Comment est-ce qu'on distingue sur la carte ces deux types de voies de communication? On a ici une jolie crête avec un sentier qui a été formé par le passage répété des piétons, et donc ce passage a laissé une seule trace sur le terrain. Ici, cet exemple-là, on va avoir deux traces qui a été provoquées par le passage répété des roues de véhicules motorisés, donc avec deux roues parallèles. Et on va se servir de ça comme moyen mnémotechnique pour identifier les routes à gauche qui sont réservées aux piétons, donc les routes irrégulièrement entretenues, les chemins, les sentiers, et les routes qui vont être carrossables, donc avec deux traits, donc un trait simple pour les sentiers et chemins, et deux traits parallèles, avec soit de la couleur ou pas, pour les sentiers, les routes et chemins qui sont accessibles aux véhicules. Donc ça, c'est vraiment très important lorsque vous allez préparer vos randonnées, d'utiliser un maximum, suivant votre appétence à marcher sur les chemins, évidemment, mais si ça va vous permettre d'identifier aussi la nature du terrain sur lequel vous allez marcher. Du moins, si vous voulez être moins embêté par les véhicules, vous allez plutôt choisir des tronçons à un seul trait. Donc, dans les voies non carrossables, on a ici, avec des tiretés, les sentiers, et représentés par des traits continus. Encore une fois, hop, on travaille avec la hiérarchisation de l'information. Les chemins, donc avec un niveau d'importance un peu supérieur. Dans les voies carrossables, on va retrouver ici les routes irrégulièrement entretenues. Alors, elles sont en général pas bien, soit gravillonnées, soit du bitume qui a été mal entretenu avec des nids de poules ou que sais-je. On peut marcher dessus, mais il y a quand même, je ne vais pas dire un risque, mais on peut croiser des véhicules dessus. Voilà des exemples de routes irrégulièrement entretenues. Et on va avoir dans les voies carrossables, ici, des routes locales en blanc, des routes départementales ou régionales en orange et les routes d'importance principale nationale en rouge. Je vous mets quand même un petit exemple ici de la légende. Et donc, on retrouve dans la légende, en plus, une information sur la largeur de la route. Je m'explique. Par exemple, dans la deuxième ligne, on s'aperçoit que c'est un triple trait. Et donc, ça va être une route, comme la nationale 82 sur l'exemple de gauche, ça va être une route avec une chaussée séparée. Donc, des voies avec un terre-plein central. Dans les voies carrossables, alors j'ai mis un attention parce qu'il y a une subtilité. Malgré la symbolisation entre guillemets route carrossable qu'on peut voir sur les cartes, il y a certaines voies de communication qui ne sont pas accessibles aux véhicules motorisés, ou du moins l'accès y est réglementé. Et on le voit sur cette carte ici. Hop, entouré en rouge, nous avons des traits noirs qui barrent ces routes qui pourraient être
accessibles aux véhicules, mais ces traits noirs, sur le terrain, ce sont des barrières, donc qui vont ajouter un caractère restrictif à ces voies. On peut s'imaginer qu'ici, en forêt de Fontainebleau, sur ces routes-là, on peut marcher tranquille sans y voir de véhicules lambda ou peut-être seulement que les véhicules de l'ONF ou de personnes qui auraient les clés de la barrière. On va retrouver sur les cartes d'autres voies de communication. J'ai passé un petit peu de temps sur les routes, mais on y retrouve aussi évidemment les voies ferrées, un gros trait noir accompagné de tout petits traits perpendiculaires. Et nous avons ici des passages à niveau. Le passage à niveau, donc au croisement entre les routes et les voies ferrées, on va avoir ici une croix rouge. Dans les autres voies de communication, à la montagne, les télésièges, les remontées mécaniques, avec un trait fin noir, et on va voir la symbolisation également des pylônes. Chaque pylône va être représenté ici, hop, par un petit point noir et blanc sur ce trait. Et les liaisons maritimes également font partie des voies de communication. Donc, on est sur le bord de mer, on va être des petits traits, des tiretés bleues qui vont montrer la direction, et accompagné de l'information de la direction, mais aussi du temps de traversée pour rejoindre la destination. On passe à un autre sujet, ce qui est les constructions et les objets ponctuels. Les objets ponctuels, pour identifier les objets ponctuels, on va utiliser 3 couleurs. Le bleu, qui va être utilisé pour tout ce qui est hydrographie, le noir pour tout ce qui est quasiment, enfin une grande partie des ponctuels, et le magenta, le rose ici, qui est pour tout ce qui va être touristique. Un ponctuel, beaucoup de ponctuels vont avoir besoin d'une désignation. Donc la désignation, c'est le petit mot qui va permettre d'identifier et de préciser l'objet qu'on a sous les yeux. Donc on a 6 exemples aussi, avec ici une antenne. Forcément, le petit rond noir entouré d'un autre rond ne permet pas d'identifier que c'est une antenne. On va ajouter un petit mot, enfin une contraction qui va nous permettre d'identifier que ici, nous avons une antenne. Nous avons ici, à côté de l'église, un cimetière. Ici, le pigeonnier qui va être, me semble-t-il, la symbolisation du pigeonnier, le rond épais noir, ça va être aussi comme une tour. Et donc, plusieurs pictogrammes peuvent être utilisés pour représenter plusieurs choses différentes, mais pour préciser, on va utiliser cette désignation. Ici, ce ne sont pas de simples bâtiments, mais un château. Et ici, on a l'exemple encore de 2 pictogrammes qui sont identiques, mais pour lequel un est une cheminée et l'autre est un poste de gaz. Ici, il n'y a pas besoin de désignation parce que le dessin se suffit à lui-même. Donc on a, alors c'est tout petit, mais on a ici un terrain de tennis et un terrain de foot. Dans les exemples de ponctuels bleus, donc je vous ai dit qu'ils vont être associés à tout ce qui est hydrographique, à l'eau, on va avoir aussi besoin d'une désignation qui va nous permettre d'identifier ici une source captée. Ici, le trait en travers du cours d'eau va désigner la cascade, une cascade de l'Aigle, mais il y a juste au-dessus, vous voyez qu'il n'y a pas forcément de nom, donc on rajoutera juste cascade. Et hop, dans l'exemple, hop, ça, je crois qu'il manque un petit cercle. Dans l'exemple de droite, en haut à droite, on a une grande quantité de stations de pompage. En bas à gauche, une piscine, une source et en bas à droite, un château d'eau au milieu du rond-point. Donc, le pictogramme identifie l'emplacement,
va donner une indication avec sa couleur sur sa nature, si c'est plus lié à de l'hydrographie, si c'est plus lié à quelque chose de terrain, d'une construction, ou si c'est touristique, je vais y venir, mais il faut bien faire attention aux petits mots qui est à côté pour identifier ce ponctuel. Et donc, on va utiliser aussi les ponctuels et les désignations pour représenter les particularités régionales ou environnementales de chaque zone géographique. Je vais vous donner quelques exemples, vous allez comprendre. Ici, on a, alors sans la désignation, ce serait difficile de s'imaginer ce que c'est, donc on a ici un petit amas de blocos. Ici, on a, là, ça parle de lui-même, donc il n'y a pas besoin de rajouter la désignation, des dolmens et des menhirs. Hop, ici, le bâtiment qui est à côté du parking, c'est identifié en tant que capitainerie. Ici, une cabane, un beffroi, etc. Je ne vais pas tous les passer en revue parce que chaque région a ses spécificités. Je vous ai mis ici quelques exemples, mais vraiment bien identifier que cette désignation va répondre à des besoins locaux ou régionaux. Il y a un ponctuel qui ne va être ni magenta, ni noir, ni bleu, qui va être rouge. Hop, et là, un petit quiz, à votre avis, à quoi correspond ce ponctuel rouge qui est très spécifique? Alors, hop, je vous laisse à peu près une petite trentaine de secondes pour envoyer votre réponse. Voilà, ça me laisse le temps de boire une petite gorgée. Donc on est dans un petit village avec une église. En général, à côté des églises dans un petit village, on a un bâtiment et je vous donne la réponse, c'est une mairie. Donc toutes les mairies sont représentées par des carrés rouges sur la carte IGN. La toponymie, tout ce qui va être écriture. Encore un gros sujet, je vais peut-être le dire à chaque fois, il y a peut-être que des gros sujets lorsqu'on s'attaque à la présentation d'une carte. Mais on va essayer d'y voir un petit peu plus clair. On va y trouver 5 couleurs utilisées pour l'utilisation des toponymes. On va avoir le bleu réservé pour tout ce qui va être hydrographie, forcément. Le magenta, comme tout à l'heure, comme pour les pictos, comme pour les ponctuels, pardon, tout ça vont être réservés aux touristiques. On va avoir le marron pour ce qui va être orographie, donc le relief, donc les cotes de courbe de niveau. On va avoir quelques toponymes verts qui vont représenter les numéros de parcelles forestières. Et on va avoir du noir pour tout le reste. Et donc, ces toponymes de couleurs différentes vont être dans 2 catégories, dans 2 formes de typographie. On va avoir les toponymes droits d'un côté et les toponymes italiques de l'autre. Il y a une raison pour laquelle on utilise du droit d'un côté, de l'italique de l'autre. Vous imaginez bien, l'hygiène ne fait pas les choses au hasard. Les toponymes droits vont représenter des lieux-dits habités. Donc, ce sont des villes, des quartiers, des hameaux. Donc ici, on a l'exemple de Saint-Martin-Boulogne ou Villebois-Varocry ou le Four à Chaud. Tout ça, lorsqu'on voit qu'un toponyme est droit, on peut se dire qu'ici, il y a des gens qui habitent. Les toponymes italiques vont représenter des lieux-dits qui vont être non habités. Ça peut être des zones, des points de vue.
voilà, des endroits de France qui sont nommés mais sans que personne y habite. Ça peut représenter, on utilise aussi l'italique pour tout ce qui va être orographie, encore, le relief, donc ici la vallée du Biros. Pour tout ce qui va être hydrographique, donc tout ce qui est lié à l'eau, les noms de cours d'eau. Et encore une fois, dans ce thème-là, la hiérarchisation, c'est la deuxième fois que je bute sur ce mot, hiérarchisation de la toponymie va être très importante. On voit ici deux exemples avec la Garonne. La Garonne à gauche qui a été une capture d'écran qui a été faite presque à son embouchure, et la Garonne à droite qui est plus proche de sa source. On voit que la taille du toponyme n'est pas la même parce que à cet endroit-là, la largeur du ruisseau n'est pas la même. Et donc, on va adapter ce toponyme à cette largeur, et plus on va remonter le cours d'eau, et plus le toponyme va être petit. C'est de la même manière, les toponymes qui vont désigner des surfaces d'eau vont s'adapter à la superficie de ces surfaces. Donc on a deux exemples, le lac d'Esparon et le lac de Sainte-Croix. On voit que le lac d'Esparon a une superficie plus petite, donc il est en ce qu'on appelle en bas de casse, en petites lettres, alors que le lac de Sainte-Croix, beaucoup plus grand, est écrit en lettres capitales. Petite capture de la légende, et donc encore une fois, là ici, on a la taille de la toponymie du nom de ville qui va s'adapter, lui, au nombre d'habitants de la commune en question. Donc avec l'exemple de Tours qui a plus de 100 000 habitants, qui va être en lettres capitales, mais qui ne sera pas plus grand ou plus petit que Paris. Donc on a des catégories comme ça, on voit ici ces catégories. Je passe rapidement pour pas non plus rester trop longtemps sur cette légende. Les parcs naturels obéissent également à cette même règle. Plus la superficie du parc est grande, et plus le toponyme va être écrit en gros. Les toponymes vont porter même des informations administratives sur le lieu qui est inscrit. Donc ici, on a trois exemples. Saint-Tropez, Meaux, Vannes. Donc il y a l'écriture proprement parlée de ces noms de communes, mais nous avons au-dessus des chiffres. Donc là, hop, encore un petit quiz pour vous. Alexandre va lancer le questionnaire. À votre avis, à quoi correspond ce chiffre qui est porté par ces noms de communes? Alors, comme tout à l'heure, je vous laisse une petite trentaine de secondes pour cliquer sur la réponse que vous jugez bonne. Alors, de mon écran, je ne vois pas les réponses. Je ne sais pas si tous ceux qui voulaient voter, jouer avec nous, ont joué. Je vais vous donner la réponse. Ces chiffres-là vont représenter le nombre d'habitants qui sont présents dans ces communes. Donc 4,4, alors ils sont en milliers d'habitants. Donc il y a 4400 habitants à Saint-Tropez, 53 800 à Meaux et 53 400 à Vannes. Une autre information qui va être portée par le toponyme de commune, ça va être ici, c'est ces lettres. Donc ici, on sait que Saint-Tropez, le C veut dire chef-lieu de canton, chef-lieu de commune. C'est une commune. Le SP veut dire que c'est une sous-préfecture, et le PF veut dire que c'est une préfecture. Tout ça, ce sont des informations administratives qui nous aident à connaître l'importance de la ville dans le département, dans son environnement. On change de thème. Les informations touristiques.
De plusieurs manières. Il y a énormément d'informations touristiques sur une carte Tom 25. On va avoir trois types d'objets. On va avoir les objets ponctuels, on va avoir les objets ici linéaires, et on va avoir les objets de toponymie. On va utiliser dans toutes les informations touristiques que deux couleurs. La couleur magenta, donc l'information touristique générale. Donc, par exemple, ici, ce point de vue, j'aurais peut-être dû un petit peu plus zoomer pour qu'on le voit mieux. Ici, une aire de pique-nique ou un gîte d'étape, tout ça. Encore une fois, l'idée, comme je vous ai dit, c'est pas de passer en revue tous ces ponctuels et vous expliquer un par un ce qu'ils veulent dire, mais voilà, que vous sachiez les identifier et que ça vous amène aussi à aller regarder la légende le cas échéant, mais voilà, vous avez des informations touristiques. Et elles peuvent être, cette information, on retrouve en bleu, liée à l'hydrographie ou à la montagne, avec l'exemple ici d'un spot de sport nautique, ici une plage où on peut s'y baigner, et un port de plaisance. Les ponctuels, il y a un symbole touristique qu'on utilise, qui est le plus souvent utilisé sur la carte, ça va être l'étoile. Et l'étoile, elle va permettre de mettre en valeur un objet qui est déjà représenté par un ponctuel. On a deux exemples ici. L'exemple d'un beffroi, donc représenté par un rond noir, et d'une église. Et pour leur donner une importance touristique, leur montrer que peut-être c'est visitable, on leur ajoute une croix magenta, ce qui veut dire c'est une curiosité, ça attire l'œil, peut-être qu'il y a quelque chose, enfin il y a certainement quelque chose à voir d'intéressant à cet endroit-là. On va retrouver d'autres ponctuels. Comme je vous ai dit, le bleu pour aussi ce qui est lié à la montagne. Donc ici, avec un spot de ski de, de ski de fond. Ici, une table d'orientation. Un départ de parapente à cet endroit-là. Ou ici, un départ de canoë-kayak. Dans le thème de la toponymie, on va avoir également deux représentations possibles. Soit le toponyme va être noir et il va y avoir un encadré rose ou un souligné rose qui va montrer l'importance touristique de cette commune. Soit certaines désignations vont être elles-mêmes magenta. On va voir d'autres informations touristiques qui vont être liées à un lieu, donc avec l'exemple ici du Mont d'Or. Donc on voit beaucoup de pictos de ponctuels touristiques sur cette carte, mais si on se rapproche d'un peu plus près, on se rend compte que la commune du Mont d'Or, le toponyme, va porter, comme je vous ai dit tout à l'heure, le nombre d'habitants, 1300, me dire que c'est un chef-lieu de canton. Mais on va retrouver trois pictogrammes, trois blasons, ce qu'on appelle des blasons au-dessus, qui vont nous indiquer que cette commune est une ville thermale, que c'est une station de ski et qu'elle possède un office de tourisme. Et donc, une grande partie des, des communes touristiques vont avoir ces blasons pour identifier que sais-je, une ville médiévale, que c'est une ville d'art, que c'est une station verte, etc., etc. Donc, attention aussi à ces blasons sur les toponymes. Ils ne représentent pas quelque chose en dessous, mais ils sont bien associés à la commune. Les informations touristiques linéaires, elles vont être surtout liées à des itinéraires de grandes randonnées. Donc ici, l'exemple du GR10. De grandes randonnées, les GRP, ce sont des GR, des grandes randonnées de pays, ou des PR.
Donc, ce sont bien des itinéraires à suivre sur les terrains qui sont balisés par la Fédération française de randonnée pédestre. Donc, pour vous donner une petite information, c'est bien la Fédération française de randonnée pédestre qui nous transmettent leurs itinéraires et qu'on met à jour quand la carte est mise à jour tous les entre 4 et 6 ans. On va retrouver d'autres linéaires touristiques avec notamment, alors, ce dont ici, alors, petit quiz, petite question pour vous. À votre avis, à quoi correspondent ces grandes traces bleues? Je vais vous donner un petit indice pendant qu'Alexandre envoie le questionnaire, envoie le quiz. On en a parlé tout à l'heure en tout début d'introduction, et ça va faire l'objet d'un webinaire début décembre. Je vous laisse quelques secondes pour répondre à ce quiz. Donc, ces grandes traces bleues, on les retrouve uniquement à la montagne et ce sont des parcours de ski de rando. Depuis cette année, je crois, oui, depuis le début de l'année, l'IGN a noué un partenariat avec la fondation Petzel qui nous envoie les traces de randonnée hivernale, donc les traces de ski de rando, qui nous a permis de mettre à jour et de retracer la géométrie de ces randonnées hivernales beaucoup plus précisément. Cette donnée n'est pas encore transmise sur les cartes papier, mais vous pourrez retrouver ces traces de randonnée hivernale sur le géoportail, sur l'application mobile IGN Rando. Vous avez sur les produits numériques surtout, et sur les futures cartes qui vont sortir dans les prochains mois ou années. Dans les autres itinéraires touristiques, on a par exemple des trains touristiques. Et donc, là, c'est difficile de différencier sans la désignation, s'il n'y en avait pas eu. Ça aurait été difficile de savoir si c'était un GR, un GRP ou autre chose. Donc, on ajoute la désignation, train touristique du pays de Puisay, qui nous permet de dire que ici, ce n'est pas quelque chose à faire à pied, mais bien un train touristique. On va avoir aussi des sentiers botaniques, là encore, désignation pour nommer et le GR 653 qui va nous nommer ce parcours. On va avoir aussi quelques parcours sportifs, là tout petits, mais désignés ici en tant que parcours sportif. On va voir quelques spécificités qui sont le fruit de partenariats avec notamment ici, il faudrait que je zoome, voilà. Dans les départements du 04, du 06 et du 84, l'IGN a noué un partenariat avec le PDIPR, ce qui est le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, qui nous envoie l'information sur les poteaux qui sont sur le terrain et qui sont numérotés, ce qui permet de facilement se repérer lorsqu'on fait une balade dans ces départements-là. Et donc, ces itinéraires sont retransmis sur les cartes de ces départements de cette manière par ce qu'on appelle des cerises avec le numéro du poteau qui est indiqué. Donc ça, c'est très spécifique dans ces 3 départements-là. On va avoir aussi le cas particulier, ici, peut-être que certains, enfin il y en a beaucoup qui reconnaîtront, le balisage du Club Vosgien. Donc on a un partenariat avec le Club Vosgien qui nous envoie leurs itinéraires avec un balisage très, très reconnaissable et très spécifique qui n'est disponible vraiment que dans le département, alors peut-être pas que dans le département des Vosges, mais en tout cas dans l'espace dont le Club Vosgien s'occupe. Et donc, on y voit des triangles, et donc ce sont les mêmes symboles que vous allez retrouver sur le terrain pour suivre vos itinéraires.
Un autre exemple de parcours de partenariat spécifique, ça va être ici en forêt de Fontainebleau, au lieu que le parcours soit magenta, rose, il va être bleu avec des numéros. On voit le 16-16 ici. Donc le partenariat est noué avec l'association des Amis de la forêt de Fontainebleau qui nous envoie ces parcours. Et donc tout ça, ce ne sont pas des choses que vous allez retrouver dans toute la France, mais bien quelque chose de très spécifique, un endroit précis. Spécifique dans toute la France, je viens de le dire, mais là c'est vraiment le contre-exemple de ce que je viens de dire. Ici, vous retrouvez le partenariat, le fruit du partenariat avec les amis, avec l'association des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et donc, on positionne sur les tracés, sur les traces, sur les itinéraires vers Saint-Jacques-de-Compostelle, des coquilles, ici, bleues, pour identifier ce chemin. On arrive à la fin de cette présentation, et je vais aller loin dans ce que je vais dire exprès, et on va comparer certains fonds de cartes, parce que lorsque vous ouvrez l'application mobile Hygiène Rando, vous vous retrouvez avec tous ces fonds de cartes. Ici, la carte IGN avec la top 25 que vous retrouvez. Donc, j'ai pris exactement le même endroit exprès pour pouvoir comparer, avec ici le plan IGN. La différence entre les deux, vous la voyez, hormis cet aspect, cette différence d'aspect, il y a une différence dans la manière de création de la carte plan IGN. Le plan IGN, c'est quelque chose qui est créé automatiquement, mais qui a une mise à jour beaucoup plus fréquente que la carte top 25 que vous pouvez voir au milieu. À titre de comparaison, le plan IGN est mis à jour au minimum une fois par an, tandis que la carte top 25 va être mise à jour à chaque fois qu'une carte va être sortie, c'est-à-dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, le renouvellement des cartes, c'est entre 4 à 6, 7 ans. Donc, si vous avez un doute sur un passage, vous pouvez vous référer au plan IGN qui sera toujours plus à jour, et sur lequel vous voyez qu'il y a tous les chemins, une représentation du relief, des points cotés. Ça reste une carte que l'on peut vraiment utiliser en balade. On va comparer maintenant avec la photographie aérienne, qui ne sert pas forcément à se balader, mais plus à vérifier un endroit, un itinéraire, lorsque l'endroit est dégagé, n'est pas sous un couvert végétal. On va le comparer ici avec OpenStreetMap. Cette carte est disponible dans le monde entier, vous est proposée dans l'application Hygiène Rando ici, et vous permet aussi d'être utilisée en rando. Donc les traces bleues, ce sont des itinéraires qui sont proposés par OpenStreetMap. Donc il y a de l'information sur le relief, il y a de l'estampage, il y a de la végétation, ce n'est pas une carte top 25, mais il y a quand même des informations intéressantes. Je vais comparer avec la carte IGN multi-échelle. Il y a beaucoup de gens qui me demandent c'est quoi la différence entre carte IGN multi-échelle et la top 25. La différence, c'est que lorsque vous allez choisir la carte IGN multi-échelle, lorsque vous allez dézoomer, l'échelle d'affichage va s'adapter au niveau de zoom. C'est-à-dire que vous allez dézoomer, vous allez voir du 100 millième qui va s'afficher. Lorsque vous allez dézoomer encore, vous allez avoir du millionième qui va s'afficher, etc., etc. Alors que si vous restez en top 25, quel que soit le niveau de zoom, vous resterez en top 25, ce qui va complexifier la lecture de la carte à des zooms beaucoup plus petits. Et c'est là où je vais aller assez loin dans la comparaison, c'est que je prends l'exemple à droite d'un Google à comparer avec la carte IGN au milieu. Ce n'est pas rare. Il y a beaucoup de gens ici, vous êtes très nombreux à être
à utiliser les cartes IGN, à vouloir en savoir plus sur leur parce que vous êtes ici, mais sur certains, on rencontre des gens qui nous disent qu'ils utilisent la carte du Google pour randonner. Enfin, voilà la comparaison sur les hauteurs d'Annecy avec la Tournette. On arrive à la fin. Pour conclure cette présentation, j'ai essayé de vous donner un maximum de choses, de trucs et astuces pour déchiffrer les cartes et donner un maximum de connaissances pour identifier l'environnement. Imaginez, comme je vous ai dit tout au début, le terrain d'un simple coup d'œil et de bien créer vos itinéraires grâce à cette visualisation 3D et plutôt mentale de la carte que vous avez sous les yeux. Mais la carte, ça reste quelque chose avec... ce n'est pas quelque chose d'infaillible. C'est un inventaire du territoire à un instant T. L'évolution du territoire fait qu'à un moment, la carte peut devenir obsolète et donc ne pas s'engager des fois et être sûr de ses capacités. Sur les cartes, sur n'importe quelle carte, il est possible qu'il y ait des erreurs, que l'évolution du territoire fasse qu'elle ne soit plus à jour. Et pour cela, on a des outils qui vous permettent, vous aussi, d'être acteur de la mise à jour de la carte grâce au géoportail ou grâce à l'espace collaboratif, espacecollaboratif.ign.fr. Et là, lorsque vous faites des remontées sur ces outils-là, ce sont les agents de l'IGN qui vont recevoir des alertes sur leur logiciel et qui vont pouvoir les mettre à jour les cartes le plus rapidement possible. Et pour cela, nous vous en remercions grandement. J'arrive à la fin de cette présentation. Je vous remercie pour votre attention et réponds aux questions qu'Alexandre aurait pu mettre de côté s'il y en a. Merci beaucoup. Alors, merci Xavier. Anthony et Sébastien ont été très efficaces dans la réponse aux questions, donc je ne vais pas avoir beaucoup de choses. Mais alors une première question, ce serait, est-ce que les cartes papier et les cartes numériques, enfin en tout cas celles qu'on retrouve sur l'application, est-ce que c'est les mêmes? Est-ce qu'on retrouve les mêmes données sur les cartes papier, les cartes numériques? Tout à fait, à ceci près que les cartes numériques vont sortir un petit peu avant les cartes papier. Lorsque l'on crée une carte, d'abord elle est créée sur ordinateur, donc numériquement. Elle sera envoyée sur tous les supports numériques pour mettre à jour tous les supports numériques et elle va suivre un processus d'impression qui va être plus long que le fait de pousser ça numériquement, avec l'impression de la carte, avec la distribution dans les points de vente, ce qui va allonger un petit peu l'accès à la donnée fraîche. Donc, c'est la même carte, mais l'information arrivera plus vite sur les supports numériques qu'au format papier. Merci beaucoup. On a aussi une autre question qui est revenue très souvent. Du coup, je trouve que ça vaut le coup de donner peut-être un peu plus de détails. Est-ce que tu peux nous parler de si je suis utilisateur des cartes, d'ailleurs que ce soit dans la version pied ou numérique via l'application IGN Rando, si je constate une erreur ou une modification sur le terrain ou j'ai une remarque à faire sur la représentation de la réalité par les cartes, où est-ce que je peux faire remonter ces informations? Et pendant que tu réponds, moi, je vais, parce que j'ai une petite idée de ta réponse, je vais présenter le géoportail, comme ça, voilà, Voilà, exactement. Alors, ouais, tu es en train de partager ta fenêtre. Exactement. Le géoportail est une bonne entrée grand public pour faire des remontées, soit d'anomalies, soit de problèmes sur la carte, quelque chose qui ne soit plus d'actualité. Voilà, comme Alexandre le montre, on a sur la droite un outil qui s'appelle signaler une anomalie dans les données. Il y a plusieurs étapes qui sont bien décrites. Ici, voilà. Avant ça, on peut regarder dans la partie, dans l'étape numéro 0,
que cette anomalie n'a pas déjà été prise en compte parce que vous avez accès à ce qu'on appelle le plan IGN J+1. Ça veut dire que c'est une visualisation de la base de données à ce que les cartographes de l'IGN avaient hier. Donc, tous les jours, cette information est mise à jour. Donc, vous pouvez voir si ça a été mis à jour ou pas. Et si ça n'a pas été fait, vous poursuivez le processus de signalement de l'anomalie par le menu que Alexandre est en train de montrer. Deuxième manière de montrer une anomalie, c'est par l'espace collaboratif. Donc, ça porte bien son nom, ça permet d'être collaborateur, d'être acteur de la mise à jour et de la carte. Et donc, là, ça va être un peu le même principe. On va positionner l'anomalie et l'identifier. Par contre, là, l'espace collaboratif est un petit peu plus direct dans le processus et va aller plus directement vers la personne qui va mettre à jour la base de données et la carte. Donc, ce sera peut-être un petit peu plus rapide dans le traitement de l'anomalie. Eh bien, bah écoute, on va clore sur cette, voilà, sur cette dernière explication. Merci beaucoup, Xavier, pour cet atelier. Merci, Seb et Sébastien et Anthony pour le chat. Merci à vous d'être venus si nombreux. On a été 300 au pic de la soirée avec des départs et des départs anticipés ou des arrivées un peu plus tardives. Donc, entre 300 et 400 personnes ce soir. On est très contents. J'ai remis dans le chat, j'ai épinglé le message avec nos prochains ateliers et le lien qui vous renvoie vers les descriptifs et sur lesquels vous allez pouvoir trouver les liens d'inscription pour chacun de ces ateliers. On vous remet aussi, je vous remets dans le chat tout de suite l'adresse mail. Anthony va écrire ça, l'adresse mail à laquelle vous pouvez nous écrire, donc ignrando@ubicarta.com. Donc n'hésitez pas à nous écrire pour nous faire des remarques, pour poser des questions, pour quoi que ce soit. On est disponible, on vous répondra, c'est les mêmes personnes. Petit rappel aussi pour ceux qui n'étaient pas là tout au début. Donc, d'ici la fin de semaine, vous allez recevoir un mail avec le replay de cet atelier. Vous allez recevoir les dates des prochains, vous allez recevoir un lien vers le guide pratique, enfin, il y aura beaucoup de choses. Les FAQ, donc c'est les questions fréquentes posées pendant les ateliers. Donc, on a compilé tout ça, on a compilé toutes ces questions dans un document. Donc, vous allez recevoir ça également. Donc, plein de choses, plein de matières pour revoir, répéter ce qui a été dit et plein d'autres informations. Et également un petit questionnaire. Un questionnaire spécifiquement sur les ateliers, mais qui, voilà, si vous pouvez prendre ce temps-là, entre 5 et 7 minutes pour y répondre, ça nous aide beaucoup pour nous améliorer, pour continuer à proposer ces ateliers. On va continuer à les proposer tant qu'on a des inscrits, tant qu'on a des personnes qui sont intéressées, on va continuer à les proposer. Donc, encore merci. On laisse le chat et le Meet, le Google Meet pendant quelques minutes encore, si vous voulez regarder le chat, relire les questions. Et puis, on vous dit à très bientôt. Excellent. Je vais rajouter un petit quelque chose, Alexandre. On ne fait pas que des présentations en ligne. Donc, si vous voulez venir nous voir en vrai et discuter avec nous, on va avoir un calendrier d'événements sur lequel on sera présent. En début de saison, au printemps, on sera au salon Paris Rando Nature fin du mois de janvier. Puis on va enchaîner au printemps avec le salon du randonneur de Lyon. On ira à Oxygène à Toulouse. Donc on se rapproche de vous, on va dans les régions et on sera là pour répondre à toutes vos questions aussi. Bonne soirée à tous.